Pour le drift, je sais que beaucoup de gens utilisent la réalité virtuelle parce qu'ils ont vraiment l'impression d'être dans la voiture. Et quand ils font du tandem à côté de quelqu'un, cela leur donne ce sentiment d'immersion encore plus fort. Je me demande, parce qu'il y a 10 ans, avant le COVID, j'étais très actif dans la simulation de course. Et à l'époque, il était très difficile d'en faire une carrière. De plus, les options étaient beaucoup plus limitées en termes de matériel et de simulateurs. Et puis, pendant le COVID, tout a explosé. Il y avait tellement plus de spectateurs et maintenant il y a beaucoup plus d'options en termes de matériel et de logiciels. Penses-tu qu'après le COVID, cela est de nouveau en déclin ou sommes-nous toujours en progression? Eh bien, je pense qu'il y a eu une légère baisse, mais les niveaux restent bien plus élevés qu'avant le Covid. Et j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui se lancent dans la simulation de course que jamais auparavant. Et il y a aussi beaucoup plus d'options disponibles aujourd'hui qu'auparavant. Et je pense que c'est une chose formidable pour tout le monde que vous soyez débutant ou un pilote de simulation chevronné, il y a aujourd'hui quelque chose pour chacun. Oui, peut-être. Il n'est pas non plus clairement défini où commence ou finit la simulation de course. Si tu regardes Forza et Gran Turismo ou que tu passes ensuite à F1 2025, à quel moment est-ce de la simulation de course? Bien sûr, iRacing ou Assetto Corsa en sont, mais ce n'est pas très accessible. C'est comme s'il y avait une sorte d'échelle presque. Tu peux. Oui, et tu sais, c'est ça qui est génial avec la simulation de course, je trouve. Tu peux y jouer comme tu veux. Tu peux y jouer en tant que joueur occasionnel. Tu peux y jouer comme amateur passionné ou le prendre vraiment au sérieux et développer tes propres objectifs, que ce soit en tant que pilote de simulation dédié ou si tu veux passer au sport mécanique réel. Et cela se produit même dans l'autre sens, l'inverse. Beaucoup de vrais pilotes commencent aussi à découvrir comment la simulation de course peut réellement les aider à entretenir leurs compétences et à les aider dans leurs compétences en situation réelle. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Je pense aussi que l'ambassadrice de Conspit, Lauren Henrich, en est un exemple de la simulation de course à la course réelle. Oui, Alors, ces 5 ou 10 dernières années, qu'est-ce qui, selon toi, s'est le plus amélioré? Le matériel, les logiciels ou les simulateurs? je pense que c'est vraiment l'ensemble. Et ayant été impliqué dans la simulation, pas forcément la course automobile, depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai acquis une vaste expérience. J'ai commencé avec un volant sans retour de force. C'était un Mad Catz. Je ne sais même pas si tu connais cette marque. Et puis, comme beaucoup, j'ai fait la transition habituelle de Logitech à Trustmaster, puis Fanatec, Simagic et maintenant Conspit. J'ai vu l'évolution. Et je pense que cela va de pair avec les jeux vidéo auxquels on joue. Gran Turismo aujourd'hui est bien meilleur en termes de graphisme, de réalisme et de détails visuels et tout ça que la toute première version originale de Gran Turismo qui était beaucoup plus simple. De la même façon, on voit des améliorations graphiques et quand je parle de graphisme, je parle des graphismes visuels en parallèle des avancées du matériel et du matériel graphique. Tu sais, tes cartes graphiques, Nvidia, etc. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Quand je vois e-racing aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a ressemblé à ça, mais je regarde des captures d'écran d'e-racing d'il y a 10 ans et la différence est énorme. Énorme différence. Oui, quand tu compares côte à côte, c'est vraiment flagrant. Tu sais, au fil du temps, j'ai découvert la réalité virtuelle et à quel point c'est immersif. Je veux dire, c'est littéralement un tout autre monde, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que l'association de la réalité virtuelle et du sim racing est un mariage parfait. Encore plus si tu ajoutes du mouvement, tu es littéralement et complètement transporté dans un autre univers, un monde totalement nouveau et captivant qui s'ouvre devant tes yeux ébahis. Oui, oui, et c'est absolument merveilleux. Une sensation indescriptible de plénitude et d'émerveillement qui t'envahit entièrement. Et tu es complètement immergé, absorbé par cette réalité virtuelle.
est totalement isolé du monde extérieur, de toutes les distractions et du bruit ambiant. C'est une expérience tellement profonde et unique qu'il est véritablement difficile, voire impossible, de la décrire avec des mots tant que tu ne l'as pas vraiment, réellement et personnellement essayé, ressenti et vécu de l'intérieur. Et si tu l'as essayé, il y a des gens qui trouvent ça difficile au début, mais ils s'y habituent après quelques sessions. Je dirais, tu sais, essaye de persévérer parce que tu pourrais découvrir que ça vaut vraiment l'effort en termes d'immersion. Je pense qu'il est important de bien régler, pas seulement sur le PC, mais aussi si tu es à l'événement. Et parfois, si l'écart interpupillaire des lentilles, oui, n'est pas correct. Et alors tout est un peu flou, tu t'installes et peut-être que les lentilles ne sont pas propres. Oui, et puis tu essaies, mais peut-être que tu as le mal des potions. Ou si le matériel n'est pas capable de le faire tourner à la fréquence maximale. Oui, 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 absolument, oui. C'est tout à fait exact. Mais penses-tu qu'il y a aussi un avantage compétitif en termes de performance avec la VR? D'accord. Personnellement, je trouve que oui, je pense que le drift est un aspect particulièrement intéressant et captivant. C'est une discipline qui demande une maîtrise exceptionnelle du véhicule, où le pilote doit contrôler la voiture dans un dérapage prolongé et stylisé. Ce qui rend le drift si fascinant, c'est la combinaison unique de précision technique, d'agilité et de spectacle visuel. Les pilotes doivent anticiper les mouvements de la voiture, ajuster constamment l'accélérateur, le frein et la direction pour maintenir l'angle et la trajectoire souhaitée, souvent à des vitesses élevées et à quelques centimètres d'autres véhicules ou d'obstacles. L'esthétique du mouvement, la fumée des pneus, le bruit des moteurs et l'habileté requise pour exécuter ces manœuvres avec fluidité et contrôle, tout cela contribue à rendre le drift non seulement un sport automobile, mais aussi une forme d'art dynamique et impressionnante. C'est une démonstration pure de la capacité du pilote à repousser les limites de l'adhérence et à transformer une perte de contrôle en une danse maîtrisée et spectaculaire. C'est pourquoi, à mon avis, le drift est vraiment quelque chose d'intéressant à observer et à apprécier. Je pense qu'un pourcentage assez élevé de ces pilotes utilisent la VR et aussi iRacing en tout terrain. Beaucoup des meilleurs joueurs des sports ils utilisent la VR parce que tu es en glisse la moitié du temps. Et pour la course sur route ou le NASCAR, ce serait intéressant de voir la VR aussi progresser dans ce domaine. Donc je me demande d'un point de vue de course sim normale, parce que je suis aussi allé par exemple au Sim Expo en Allemagne l'année dernière, et là-bas. Et puis tu peux vraiment voir tous les stands. Et il y a tellement de marques de matériel maintenant pour les sièges, les pédales, les volants ou tout le reste. Alors, comment Conspeed, qui est assez nouveau sur ce marché, s'y prend-il? Je ne sais pas si on peut dire que c'est un marché mature, mais comment trouvez-vous votre place ou comment vous démarquez-vous sur ce marché? D'accord, je pense que c'est une très bonne question. Nous n'essayons pas d'être tout pour tout le monde. Nous sommes très centrés sur le pilote, c'est le cœur de notre conception. Beaucoup des fondateurs clés et autres chez Conspit sont eux-mêmes des pilotes. Et quand je dis pilote, je veux dire qu'ils courent activement dans des championnats réels. Et je pense que c'est peut-être une taille similaire à Pimax. Ce n'est pas une petite entreprise, mais ce n'est pas non plus une énorme structure avec des milliers d'employés. Donc peut-être développer des produits est plus facile, il y a moins d'étapes, la prise de décision est plus rapide. Comment est-ce que vous concevez un produit? Est-ce que quelqu'un a une idée ou bien vous passez par une longue phase de R&D ou Oui, et c'est là que je dois être très, très honnête et absolument franc avec toi, tu sais. Très, très souvent, beaucoup de ces entreprises de simulation commencent avec des idées initiales, ingénieurs, qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent apporter sur le marché et comment ils envisagent de le faire. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais à un moment donné, je ressens très fortement ce que la communauté souhaite. C'est pour ça que je passe beaucoup de temps à lire, à regarder les réseaux sociaux, à voir ce que les gens aiment, à voir ce qu'ils n'aiment pas, et au final,
C'est ce qui apporte de la valeur à leur expérience. Ce n'est pas seulement ce que nous voulons faire ou les fonctionnalités que nous voulons poursuivre. Donc je pense qu'il faut davantage passer d'une approche centrée sur les ingénieurs vers une approche davantage centrée sur le client. Et à un certain moment, c'est un peu un mélange des deux. Je pense que c'est pareil pour Pimax. Nous organisons des roadshows où nous pouvons présenter des prototypes précoces ou faire des tests bêta fermés, des tests bêta ouverts. Et parfois, nous modifions encore le produit de manière significative. Et je pense que nous avons aussi notre Discord, notre Reddit et nos réseaux sociaux. Nous regardons aussi ce que font les concurrents. Je ne sais pas pour le matériel de sim racing, mais pour les casques VR, nous devons encore faire beaucoup de compromis. Il n'existe pas de casque parfait. Champ de vision, clarté, poids, dissipation de la chaleur et prix. Oui, je pense que le mot qui me vient à l'esprit, c'est compromis. Il s'agit toujours de compromis. Dans le monde du sim racing, ce sont des problèmes similaires. Si on parle par exemple des poignées, certaines personnes préfèrent les poignées souples, d'autres préfèrent les poignées dures. Mais inévitablement, les poignées sont aussi comme les pneus sur la roue. Si vous voulez un pneu très, très adhérent, il ne durera pas aussi longtemps qu'un pneu avec une gomme plus dure. Donc c'est un compromis. Il faut donc d'abord savoir ce qui existe sur le marché, puis voir si vous pouvez apporter à la communauté une expérience différente. Et la différence peut aussi signifier le prix. Donc, pour quelqu'un qui, par exemple, voit une roue qui coûte actuellement 500 $, cela exclut les personnes qui ne peuvent pas se permettre une roue à 500 $. Donc, au moment où vous la proposez à moins de 500 $, vous offrez une nouvelle expérience à ces clients qui ne pouvaient pas se permettre une roue à 500 $. Ainsi, le prix est aussi une façon d'apporter une nouvelle expérience. Nous avons donc parlé un peu des 10 dernières années de la simulation de course. Selon vous, vers où cela se dirige-t-il? Quelle est la prochaine étape pour la simulation de course? Oui, pour moi, je pense qu'en ce qui concerne le matériel, à moins qu'il n'y ait une percée technologique ou une innovation, je pense que presque tout le monde atteint un plafond. En ce qui concerne le matériel, en termes de proposition de spécifications matérielles compétitives, je pense qu'avec le temps, le facteur de différenciation se situera au niveau du logiciel. Je pense qu'en termes de simulation de course, surtout quand on parle de simulation sur PC, il y a encore beaucoup de choses à accomplir, beaucoup de terrain à gagner, en la rendant plus accessible. Comme tu le sais très bien, il y a encore pas mal de gens qui sont toujours sur les consoles de jeux. Je comprends l'attrait des consoles parce que c'est vraiment simple. Tu sais, à tout moment où tu veux conduire, tu t'installes, tu appuies sur un bouton, presque deux, et c'est parti. Oui, c'est ça. Alors que, tu sais, je me suis chronométré une fois. Tu sais, j'ai personnellement un setup de simulation de course avec mouvement complet, VR, etc. Oui. Du moment où j'allume l'alimentation jusqu'au moment où je commence à conduire, ça m'a bien pris 10 minutes. Oui, bien sûr, absolument. C'est comme la vraie course. Tu ne peux pas non plus sauter directement dans la voiture. Oui. Mais bien sûr, j'avais tout le matériel comme le chef d'équipe et tout ce genre de choses, tu vois? Oui. Et encore plus si tu as 6 meubles, des trucs comme ça que tu aimes bidouiller. Je veux dire, tout ça, c'est vraiment amusant. Mais pour quelqu'un qui est nouveau dans la simulation de course ou qui vient de la console, tu peux imaginer, je peux imaginer que ça peut être un frein ou que ça peut être très intimidant. Et sur PC, comme tu le sais, à chaque mise à jour de Windows, Oui, tu fais tourner beaucoup de logiciels tiers, ce qui peut être très utile pour diverses tâches. Oui, je pense quand même que ça s'améliore. Par exemple,
iRacing ajoute maintenant la gestion des vues quadruples, donc tu n'as plus besoin d'un autre logiciel tiers pour faire tourner ça. Oui, donc ça va probablement être de plus en plus intégré. Une dernière question. C'est peut-être la voiture que tu viens de conduire. Quelle est ta voiture préférée à piloter? Ah, d'accord. Pour moi, en tant que voiture de drift idéale, ma préférée serait sans aucun doute une Toyota Chaser à empattement long équipée d'un moteur 2JZ extrêmement puissant et fiable. 2JZ pour la vie. Les moteurs 2JZ sont très populaires. Et dans le drift, c'est en grande partie parce que ce sont des moteurs très robustes, résistants et qui se prêtent bien à la modification. On peut facilement modifier un moteur 2JZ pour dépasser les 1000 chevaux. D'accord. Je pense que c'était une discussion très intéressante. Je pense que pour moi, travailler chez Pimax, mais aussi en tant que pilote de sim, c'est vraiment intéressant. Donc, merci pour votre temps. Et si les spectateurs veulent aussi participer à la discussion, j'ai hâte de connaître vos avis à ce sujet. Merci beaucoup, Yap, de m'avoir invité. Pour moi, c'est vraiment un honneur de pouvoir te rencontrer et discuter avec toi et de partager avec nos spectateurs ce qui se passe dans nos entreprises respectives et les choses que nous faisons. Si cela vous intéresse, renseignez-vous sur Conspi, sur nos différents réseaux sociaux ou sur notre site web. Et laissez-nous simplement un message à info.conspeed.com si vous souhaitez en savoir plus. Merci. D'accord, merci.